À 4h12 du matin, heure normale d'Arabie, quelque chose d'énorme est entré dans la mer Rouge et le régime iranien ne l'a pas vu venir avant qu'il soit déjà là. Lus Geroj Ehi, Ford, le plus grand porte-avions jamais construit, escorté par les destroyers lance-missiles USS Mahan et USS Winston S. Churchill a franchi discrètement le canal de Suez et a émergé dans le théâtre opérationnel sud. Et seulement 3 jours plus tard, le 23 avril, l'USS George H.W. Bush a terminé son trajet de 6000 milles autour du cap de Bonne-Espérance et est entré dans la zone de responsabilité du commandement central des États-Unis. 3 groupes aéronavals américains complets sont maintenant positionnés simultanément autour d'un seul théâtre opérationnel pour la première fois depuis les premières heures de la guerre en Irak. Et le régime iranien ne réagit plus de façon stratégique, il réagit dans la panique. Parce que ce qui vient de se passer au cours des 72 dernières heures n'est pas une désescalade, c'est l'inverse. C'est le resserrement final d'un étau que Washington a commencé à construire le 13 avril, lorsque la marine des États-Unis a officiellement annoncé le blocus de tous les ports iraniens du Golfe arabique et du Golfe d'Oman. Et la réponse de l'Iran, tirer sur des cargos à 5h47 du matin, saisir le MSC Francesca, entraîner les Paminondas, propriété grecque dans les eaux iraniennes, n'était pas une démonstration de force. C'était un aveu de faiblesse. Si bruyant que chaque planificateur militaire observant le golfe Persique a compris exactement ce que cela signifiait. Les frappes se sont retournées contre eux, non pas parce que les cibles étaient mauvaises, mais parce que la logique stratégique était mauvaise. Et dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement pourquoi le régime iranien est maintenant pris au piège dans une équation mathématique qu'il ne peut pas résoudre, pourquoi le temps n'est plus l'allié de l'Iran, mais l'arme la plus létale de Washington, et ce que les 86 prochaines heures révéleront sur la survie même de la République islamique face à cette confrontation. Ce que vous allez apprendre est délibérément minimisé par les médias occidentaux, pour des raisons qui deviendront très rapidement évidentes. Le piège a été posé le 12 avril. C'était le jour où le deuxième cycle de pourparlers à Islamabad s'est effondré, le jour où le vice-président JD Vance est rentré à Washington les mains vides et le jour où le président Donald Trump a signé l'autorisation exécutive pour un blocus naval complet des ports iraniens. En moins de 22 heures, la marine des États-Unis s'est mise en position. Le 13 avril, à 10h du matin, heure de l'Est, le blocus était opérationnel. Le 10 à 8 avril, les forces américaines avaient intercepté 23 navires. Au matin du 22 avril, ce nombre était monté à 30 et un navire refoulé, pour la plupart des pétroliers, tous se dirigeant soit vers des ports iraniens, soit tentant de s'en échapper. Le CENTCOM a publié les chiffres en temps réel parce que Washington voulait que les dirigeants iraniens voient le compteur monter chaque jour. Maintenant, examinons ce que ces chiffres signifient réellement pour le régime à Téhéran. Environ 90% des exportations iraniennes de pétrole brut passent par une seule île corallienne dans le nord du golfe Persique, appelée l'île de Karg. Elle se trouve à 20 et 1 mille au large de la côte iranienne. Sa capacité de chargement est d'environ 7 millions de barils par jour et à l'heure actuelle, ces terminaux fonctionnent normalement, mais les pétroliers n'ont nulle part où aller. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a exposé le calendrier publiquement dans un langage qui ne laissait aucune ambiguïté diplomatique. Dans quelques jours, les capacités de stockage de l'île de Karg seront pleines et les fragiles puits de pétrole iraniens devront être fermés. Cette dernière expression a un poids que la plupart des spectateurs ne reconnaîtront pas immédiatement. La fermeture d'un puits de pétrole n'est pas une décision politique réversible, c'est un événement géologique. Lorsque la pression souterraine est libérée de force par une fermeture d'urgence dans des conditions de blocus, les dommages au réservoir commencent à s'accumuler et ces dommages peuvent prendre des mois à réparer dans le meilleur des scénarios. Dans le pire des cas, cela dégrade de façon permanente une capacité de production que le régime iranien a mis 4 décennies à construire. Chaque jour où le blocus tient au-delà du seuil de saturation du stockage, l'Iran ne perd pas seulement des revenus actuels. L'Iran détruit de façon permanente la base d'actifs qui générerait des revenus futurs, même après que un éventuel accord aurait levé la pression. Trump l'avait compris dès le premier jour. Il a écrit sur Truth Social le 22 avril, dans un langage qu'aucun diplomate n'aurait approuvé, l'Iran s'effondre financièrement.
Ils veulent que le détroit d'Ormuz soit rouvert immédiatement, ils sont affamés d'argent, ils perdent 500 millions de dollars par jour, les militaires et la police se plaignent de ne pas être payés. Même selon les standards trumpiens, c'était de la diplomatie livrée, avec une calculatrice, une fin de fer, et absolument aucune voix intérieure. Cette dernière phrase est celle qui devrait empêcher chaque membre du Conseil suprême de sécurité nationale iranien de dormir la nuit. Lorsqu'un régime ne peut pas payer ses propres forces de sécurité, l'architecture de contrôle interne qui le maintient au pouvoir commence à développer des fissures qu'aucune émission de propagande ne peut couvrir. La République islamique a survécu aux sanctions, aux assassinats et à 4 décennies de pression américaine, précisément parce que le CGRI, l'armée régulière, et les forces de police interne sont restés loyaux au système qui payait leurs salaires. Coupez ces salaires et vous n'affaiblissez pas simplement l'armée. Vous affaiblissez le monopole de la coercition du régime. Et une fois que ce monopole se fissure, l'histoire offre très peu d'exemples de gouvernements autoritaires qui s'en remettent. Ajoutons maintenant la dimension diplomatique à l'étranglement économique. Le premier cycle de pourparlers à Islamabad s'est terminé au début avril sans progrès. Le deuxième cycle, que le vice-président Vance a dirigé personnellement, s'est effondré le 12 avril. L'Iran est arrivé à ces négociations avec une architecture décisionnelle fragmentée. La faction diplomatique du président Massoud Pezeshkian voulait un accord cadre qui lèverait le blocus en échange de limitations progressives de l'enrichissement. Le CGRI, opérant sous les ordres du major général Mohammad Pakpour et du réseau survivant des commandants des opérations Z, refusait d'envisager tout accord qui remettrait de l'uranium enrichi. Mohammad Bagher Ghalibaf, le président du Parlement qui dirigeait la délégation iranienne lors du premier cycle, a publiquement contredit son propre ministre des Affaires étrangères à 3 reprises distinctes. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que le blocus américain était un acte de guerre. Le commandant du CGRI a déclaré que ce même blocus était une erreur de calcul stratégique qui s'effondrerait d'elle-même. Le bureau du guide suprême, opérant sous la direction qui a succédé à Ali Khamenei après la frappe de décapitation du 28 février, n'a donné aucune orientation unifiée à l'équipe de négociation depuis plus de 2 semaines. Et donc, lorsque J.D. Vance s'est assis à la table à Islamabad, il ne négociait pas avec un seul gouvernement iranien. Il négociait avec 3 ou 4 factions qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur ce qu'elles étaient prêtes à céder, ce qu'elles étaient prêtes à accepter, ou qui avaient l'autorité institutionnelle de signer un accord contraignant au nom de l'État iranien. Trump a compris cela en moins de 48 heures après l'échec du premier cycle. La stratégie est passée de la négociation à l'asphyxie économique. Le temps, selon le calcul de Washington, ne travaillait plus contre les États-Unis. Le temps travaillait contre Téhéran. Chaque jour où le blocus tenait, les réservoirs de stockage de l'île de Karg se rapprochaient de leur capacité maximale. Chaque jour où le stockage approchait de la saturation, l'horloge géologique des puits se rapprochait du seuil irréversible. Chaque jour où les puits s'approchaient d'une fermeture forcée, le régime iranien se rapprochait d'un pas du moment où il devrait choisir entre une capitulation catastrophique et un effondrement économique total. Et puis, à exactement 5h47 du matin, le 22 avril, le CGRI a agi. Sans avertissement, sans communication radio, sans aucun signal diplomatique, une vedette armée du CGRI a ouvert le feu sur un cargo battant pavillon libérien à 15 000 nautiques au nord-est d'Oman. 3 heures plus tard, un porte-conteneur battant pavillon panaméen, appelé l'Euphoria, a essuyé des tirs à 8 000 nautiques de la côte iranienne. Il a changé de cap et s'est échappé, mais un 3e navire, le MSC Francesca, a été forcé d'entrer dans les eaux iraniennes sous escorte armée. Les images ont été publiées. La revendication a été faite. L'Iran avait saisi des navires. Et le monde a attendu la réponse américaine. Trump n'a rien dit. Aucun ordre de frappe, aucune annonce de représailles, aucun briefing d'urgence du Pentagone. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a été interrogé directement par Fox News dans l'après-midi du 22 avril pour savoir si le président considérait la saisie de 2 navires commerciaux comme une violation du cessez-le-feu. Sa réponse était délibérée, mesurée et dévastatrice. Non, a-t-elle dit, parce qu'il ne s'agissait pas de navires américains.
Il ne s'agissait pas de navires israéliens, il s'agissait de 2 navires internationaux. Et dans cette phrase, toute la logique stratégique de la posture de l'administration Trump face à cette crise est devenue visible. Washington n'est pas intéressé à riposter aux provocations qui restent sous le seuil exigeant une réponse militaire, parce que chaque jour que l'Iran consacre à tirer sur des cargos, au lieu de produire une position de négociation unifiée, est un jour de plus où le blocus tient, un jour de plus où le stockage à l'île de Karg se rapproche de la saturation, un jour de plus où les puits se rapprochent d'une fermeture forcée. 500 millions de dollars de plus sont soustraits du trésor iranien. Un jour de plus où les commandants du CGRI doivent expliquer aux officiers subalternes pourquoi les salaires sont en retard, pourquoi le carburant est rationné et pourquoi le régime qui leur avait promis la victoire ne peut pas fournir la logistique de base. Autrement dit, Washington a choisi la patience, ce qui, dans le vocabulaire politique de Trump, signifie généralement laisser l'autre camp s'enfarger dans ses propres lacets à la télévision en direct. La logique opérationnelle du CGRI, le 22 avril, n'était pas militaire, elle était psychologique. Les images de la saisie ont été publiées par les médias d'État dans les 4 heures suivant l'opération précisément parce que le régime avait besoin que le monde croie qu'il conservait de véritables options d'escalade. Il avait besoin que le monde croie qu'il pouvait créer, pour le blocus, des conséquences dépassant ce que Washington était prêt à absorber et que le coût du maintien de la pression finirait par dépasser la valeur stratégique de cette pression elle-même. Mais voici l'erreur de calcul fatale inscrite dans cette logique. Trump n'a pas besoin de répondre à chaque provocation. Le blocus est la réponse, l'arithmétique est la réponse. Les 3 groupes aéronavals maintenant positionnés à travers 2 théâtres maritimes connectés sont la réponse. Et chaque acte provocateur iranien qui reste sous le seuil d'une contre-frappe militaire obligatoire ne fait que prolonger la période pendant laquelle l'étranglement économique continue. Une manœuvre classique de l'ère Trump, parler peu, serrer fort et laisser la facture arriver avant la conférence de presse. Trump a dit directement à CNBC dans une entrevue le 20 et 1 avril « Nous allons finir par obtenir un excellent accord. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Nous sommes dans une position de négociation très très forte. » Il a répété la même logique à CNN. Il n'y a aucune pression temporelle. Il veut que l'Iran remette son uranium enrichi. L'OTAN travaille pour Washington, pas contre lui. L'Iran le comprend. Et c'est pourquoi les menaces qu'il diffuse montent vers des catégories qui, si elles étaient exécutées, provoqueraient une perturbation mondiale suffisamment grave pour forcer les États-Unis à reconsidérer le calendrier du blocus. Des sources iraniennes ont publié un scénario d'escalade coordonné, une série de mouvements exécutés simultanément qui tenteraient d'effondrer l'approvisionnement mondial en pétrole, l'infrastructure numérique du Golfe et la connexion maritime Europe-Asie en un seul moment opérationnel. Examinons chaque élément avec le sérieux qu'il mérite. Le pipeline de Yanbu est la route de secours de l'Arabie saoudite, transportant le pétrole brut de la province de l'Est à travers le royaume jusqu'à la mer Rouge, en contournant entièrement le détroit d'Ormuz. Si des missiles iraniens frappent ce pipeline, l'Arabie saoudite perd son corridor d'exportation alternatif au même moment que la fermeture d'Ormuz. La perturbation de l'approvisionnement mondial double en une nuit. Fujairah, l'un des plus grands centres mondiaux de ravitaillement en carburant maritime, situé aux Émirats arabes unis, se trouve à portée des missiles iraniens et a déjà été ciblé auparavant. Chez Fujairah, l'infrastructure de ravitaillement qui permet au transport maritime commercial de fonctionner dans l'océan Indien et la mer d'Arabie est dégradée exactement au moment où les routes alternatives sont déjà sous pression. Bab el-Mandeb, le détroit situé à l'extrémité sud de la mer Rouge qui la relie au golfe d'Aden, est l'alternative lorsque Hormuz ferme. Les alliés houthis de l'Iran au Yémen contrôlent nominalement l'environnement de menace à cet endroit. Si l'Iran active les houthis pour fermer Bab el-Mandeb en même temps qu'Hormuz, les 2 principaux goulets d'étranglement du transit pétrolier mondial se ferment au même moment. Un quart du commerce énergétique maritime mondial disparaît simultanément du marché. Et puis, il y a la dimension qui a reçu le moins d'attention publique, mais qui porte le poids civilisationnel le plus lourd, les câbles sous-marins.
Environ 7 grands systèmes de câbles sous-marins passant par le détroit d'Ormuz transportent plus de 97% de tout le trafic Internet du Golfe. Des sources iraniennes ont publié des cartes détaillées de ces routes de câbles et les ont décrites comme extrêmement vulnérables. Des véhicules aériens sans pilote iraniens ont déjà attaqué des centres de données à Bahreïn et aux Émirats arabes unis. Si ces câbles sont sectionnés, les États du Golfe sont plongés dans l'obscurité numérique. L'infrastructure infonuagique s'effondre, les systèmes bancaires passent hors ligne, les marchés financiers ne peuvent plus compenser les transactions, les communications échouent. Pour un régime qui essaie d'avoir l'air calme, menacer Internet est une curieuse façon d'annoncer que la salle de panique a encore le Wi-Fi. La question la plus importante des 4-26 prochaines heures n'est pas de savoir si l'Iran possède ces capacités. Il les possède. La question est de savoir si les personnes qui prennent les décisions à l'intérieur du régime iranien sont assez lucides pour calculer le coût de chaque option avant de la jouer. Et cette question, examinée honnêtement, n'a pas actuellement de réponse rassurante. Le pipeline de Yanbu et Fujairah sont à portée des missiles iraniens. Mais les frapper signifie que l'Iran a officiellement rompu le cessez-le-feu, déclaré une guerre directe à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis et unifié tout le Conseil de coopération du Golfe contre Téhéran. Les États du Golfe ont prudemment maintenu une neutralité stratégique tout en observant la confrontation entre les États-Unis et l'Iran. Les contraintes politiques qui les empêchaient de soutenir pleinement, le blocus américain disparaîtrait au moment où des missiles iraniens tomberaient sur leur territoire. L'Iran n'est pas en position de résister à une coalition qui inclurait une participation militaire saoudienne et émiratie complète. Il survit à peine au blocus américain à lui, seul. La menace contre les câbles sous-marins est l'option la plus spectaculaire et la plus autodestructrice disponible. Sectionner les câbles qui transportent le trafic Internet du Golfe ne nuit pas aux États-Unis. Cela ne nuit pas à Israël. Cela nuit à la Chine, dont les systèmes financiers dépendent de cette connectivité. Cela nuit à l'Inde, dont le secteur technologique dépend des flux de données du Golfe. Cela nuit à chaque État du Golfe qui observe ce conflit depuis les lignes de côté. Cela transforme chaque partie restée neutre en adversaire actif en un seul moment opérationnel. Et l'option outil que l'Iran a implicitement menacée en activant ses mandataires au Yémen avait été anticipée par Washington dès le premier jour du blocus. C'est précisément pourquoi l'USS George H.W. Bush n'a pas emprunté la route traditionnelle par le canal de Suez. Le Bush a quitté la base navale de Norfolk le 30 et 1 mars, et plutôt que de naviguer vers l'est par la Méditerranée, le porte-avions et ses escortes, les destroyers USS Donald Cook, USS Mason et USS Ross, ont voyagé vers le sud-est et contourné tout le continent africain. Le navire a été suivi au large de la côte de la Namibie à la mi-avril. Des données de suivi aérien en source ouverte provenant d'un Bell Boeing CMV-22B Osprey ont détecté le porte-avions près de Madagascar. Le 23 avril, le Bush avait terminé le trajet et était entré dans la zone de responsabilité du commandement central des États-Unis. Le détour de 6000 milles autour de l'Afrique n'était pas de la prudence, c'était une préparation stratégique. En évitant entièrement le goulet d'étranglement de Bab el-Mandeb, Washington a fait en sorte que la menace Houthi ne puisse pas retarder ni empêcher le 3e groupe aéronaval d'atteindre la mer d'Arabie. Les planificateurs navals américains ont supposé que l'Iran tenterait d'utiliser le mandataire Houthi. Ils ont contourné la menace avant qu'elle puisse se matérialiser. Et par conséquent, 3 groupes aéronavals américains complets, l'USS Gerald R. Ford dans la mer Rouge, l'USS Abraham Lincoln dans la mer d'Arabie et maintenant l'USS George H.W. Bush dans l'océan Indien sont concentrés simultanément le long de l'axe maritime entourant l'Iran. C'est pas une concentration accidentelle, c'est une concentration conçue. Selon une analyse de Stars and Stripes basée sur les données du Fleet Tracker de l'USNE News publiée le 14 avril, environ 27 navires de la marine américaine, représentant 40 et 1% de tous les bâtiments de guerre américains activement déployés dans le monde, sont maintenant positionnés dans la région. Plus de 16 500 marins et marines opéraient déjà dans le théâtre avant l'arrivée du 3e porte-avions. L'empreinte militaire américaine totale en Iran et autour de l'Iran s'élève maintenant à environ 10 000 soldats.
12 navires participant directement à l'application du blocus et plus de 100 aéronefs consacrés à l'opération. Le CENTCOM a confirmé publiquement ces chiffres le 14 avril et ces nombres continuent de grimper toutes les 48 heures. Maintenant, examinons les conséquences opérationnelles de cette concentration. Le groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln opère dans le golfe d'Oman depuis janvier en appui direct à l'application du blocus. Le 10 à 9 avril, la 31e unité expéditionnaire des marines, embarquée avec le groupe amphibie prêt au combat Tripoli, a exécuté la première action cinétique directe du blocus. Le navire battant pavillon iranien MV Tuska a tenté de franchir la ligne du blocus. Le destroyer USS Prudence a tiré plusieurs obus de 5 pouces, ciblant la salle des machines et neutralisant le navire. Les marines sont montés à bord et ont saisi le bâtiment. Les images ont été publiées par le CENTCOM en quelques heures. Le message adressé à Téhéran était sans ambiguïté. Le blocus n'est pas théorique, il est opérationnel. Les navires qui le testent seront interceptés, neutralisés et capturés. 3 jours plus tard, la marine des gardiens de la révolution islamique a répondu en saisissant le MSC Francesca, un porte-conteneur battant pavillon panaméen, et l'Epaminonda, un navire appartenant à des intérêts grecs. Le CGRI a affirmé que les navires opéraient sans permis adéquat et manipulaient leur système de navigation. Le ministère des Travailleurs migrants des Philippines a confirmé que 15 marins philippins faisaient partie des membres d'équipage désormais détenus dans les eaux iraniennes. Le 24 avril, les États-Unis ont annoncé la capture d'un deuxième pétrolier lié à l'Iran, le Majestic X, transportant du pétrole sanctionné dans l'océan Indien. Le 25 avril, la Chambre internationale de la marine marchande a publié une condamnation publique appelant à la libération immédiate de tous les équipages détenus et avertissant que environ 20 000 marins avaient été laissés effectivement bloqués dans toute la région du Golfe. La moyenne quotidienne de transit d'avant-guerre dans le détroit d'Ormuz était de 129 navires. Selon le cycle de rapport le plus récent, moins de 5 navires ont transité par le détroit en 24 heures. Les contrats à terme sur le Brent ont franchi 99 $ le baril, dépassant brièvement 100 $ avant de redescendre légèrement. Le Joint War Committee de Lloyd's List a déclaré toute la région du Golfe Persique zone à risque de guerre, avec des primes d'assurance atteignant des niveaux qui ont rendu le transit commercial économiquement irrationnel pour les navires, opérant sans escorte militaire. Les grandes compagnies de transport maritime par conteneur, dont Maersk, CMA, CGM et Hapag-Lloyd, ont suspendu toutes leurs opérations de transit par le détroit et les routes connectées de la mer Rouge. Qatar Energy a déclaré un cas de force majeur sur ses contrats d'exportation de GNL dès le 3 mars. Les conséquences en cascade sur l'économie mondiale ne sont maintenant plus hypothétiques. Le Pakistan et le Bangladesh, 2 pays très sensibles au mouvement du prix du brut, font face à des décisions de rationnement du carburant. Le Kenya a annoncé des hausses records des prix du carburant le 15 avril, déclenchant une augmentation de 25% des tarifs du transport public du jour au lendemain. L'Égypte a mis en place des fermetures obligatoires des commerces de détail à 20 et 1 heure pendant un mois et a tamisé l'éclairage public à l'échelle nationale. Maurice a signalé le 30 mars qu'il ne restait que 20 et un jour de stock de pétrole dans le pays après l'échec de l'arrivée d'une cargaison prévue. La Corée du Sud envisage de limiter les exportations de produits raffinés afin de maintenir son approvisionnement intérieur. L'Algérie a entamé des négociations d'urgence avec l'Espagne, l'Italie et le Vietnam pour potentiellement accroître ses exportations de GNL comme remplacement partiel de l'approvisionnement du Golfe. Le British Food Policy Institute a averti d'augmentation à long terme des prix alimentaires mondiaux parce que plus de 30% de l'engrais à base d'urée produit à partir du gaz naturel dans le monde est exporté par le détroit d'Ormuz. La perturbation n'est plus régionale, elle est civilisationnelle. C'est là que le régime iranien a fondamentalement mal calculé son levier. Téhéran croyait que la perturbation économique mondiale causée par la fermeture du détroit forcerait Washington à une négociation rapide aux conditions iraniennes. Au lieu de cela, la perturbation a mondialisé la pression diplomatique sur l'Iran et non sur les États-Unis. Le 22 avril,
des planificateurs militaires de plus de 30 nations se sont réunis à Londres pour coordonner une mission multinationale de sécurité maritime. La conférence n'a pas été convoquée par Washington. Elle a été convoquée par la reconnaissance collective de la communauté internationale que le détroit a cessé de fonctionner comme une voie maritime commerciale sécurisée et que son rétablissement exige une action internationale coordonnée plutôt qu'une négociation bilatérale entre les États-Unis et l'Iran seulement. La Grèce est maintenant directement impliquée parce que l'Epaminondas appartient à des intérêts grecs. Le Liberia est impliqué parce que le cargo visé par des tirs, le 22 avril, battait son pavillon. Le Panama est impliqué parce que le MSC Francesca est maintenant ancré dans les eaux iraniennes, sous pavillon panaméen. Les Philippines sont impliquées parce que 15 de leurs citoyens sont retenus captifs. Et chacun de ces pays exerce maintenant une pression, non pas sur Trump pour lever le blocus, mais sur Téhéran pour libérer les marins et mettre fin aux saisies. Les cartes d'escalade de l'Iran sont réelles en théorie. Dans la pratique, chacune d'elles coûte plus cher à jouer que la valeur stratégique qu'elle pourrait apporter. Et un régime dont l'architecture décisionnelle est fragmentée entre des factions incapables de se coordonner n'est pas un régime capable d'exécuter une escalade coordonnée à plusieurs vecteurs avec la précision qu'un tel scénario exigerait pour éviter de devenir catastrophiquement autodestructeur. La réalité structurelle derrière chaque conférence de presse du CGRI, chaque diffusion des médias d'État et chaque menace émise par un responsable iranien depuis le 13 avril est la même. Il n'existe pas à Téhéran d'autorité de commandement unifiée capable de produire une réponse stratégique coordonnée. Le président Pezeshkian défend une position. Le ministre des Affaires étrangères Araghchi en défend une autre, contradictoire. Le président du Parlement Ghalibaf publie sur X des messages qui contredisent les deux. Le CGRI exécute des opérations qu'aucune des figures diplomatiques ne semble avoir autorisées. Et au-dessus de tous, le vide institutionnel laissé par la frappe de décapitation du 28 février n'a pas été comblé. Le bureau du guide suprême, arbitre final de la stratégie nationale dans le système constitutionnel iranien, fonctionne encore en mode transitionnel après la mort d'Ali Khamenei. Le plan de défense mosaïque, doctrine de force distribuée de l'Iran, conçue pour survivre aux frappes de décapitation, en fragmentant la chaîne de commandement en cellules opérationnelles autonomes, était censé être la police d'assurance du régime contre exactement ce type de décapitation stratégique, mais la doctrine a produit une conséquence involontaire. Les cellules survivent, mais elles fonctionnent indépendamment. Lorsque la situation stratégique exige une prise de décision unifiée au plus haut niveau, une architecture de cellules autonomes signifie qu'il n'existe aucune autorité unique capable d'émettre et de faire appliquer des ordres que tous les éléments exécuteront. Voilà la réalité structurelle derrière les images de saisie de navires diffusées le 22 avril. Ce n'était pas une opération stratégique coordonnée, c'était un réflexe paniqué d'une aile militaire opérant sans orientation politique unifiée, accomplissant la seule action qu'elle sait accomplir, c'est-à-dire escalader, dans l'espoir que l'escalade modifie une équation stratégique qui, autrement, joue entièrement contre le régime. Il est difficile de vendre la confiance révolutionnaire quand les conduites de carburant, le bureau de la paix et le studio de propagande attendent tous le même miracle. Considérons maintenant la dimension de cette crise qui a reçu le moins de discussion publique mais qui porte le plus de poids opérationnel, la question des munitions. Selon une analyse publiée par le Center for Strategic and International Studies à la fin mars, au cours des 7 premières semaines du conflit, les États-Unis ont consommé environ 45% de leur inventaire de missiles de frappe de précision et environ la moitié de leur stock d'intercepteurs Patriot déployés dans le théâtre. Ce sont des chiffres significatifs. Des opérations soutenues de haute intensité à ce rythme de consommation ne sont pas maintenables indéfiniment sans un réapprovisionnement agressif. Mais voici l'asymétrie qui rend cette contrainte moins limitative pour Washington qu'elle pourrait le sembler au premier abord. Les États-Unis peuvent remplacer ce qu'ils ont dépensé.
La base industrielle de défense américaine, fonctionnant actuellement sous des incitatifs de production de temps de guerre inédits depuis le sommet de la guerre froide, a été autorisée à livrer 300 missiles de croisière JASSM et des cycles supplémentaires de production d'intercepteurs Patriot. L'armée de l'air américaine a passé la commande le 10 à 7 avril. La chaîne logistique reliant les installations de production américaines aux bases avancées du théâtre fonctionne à pleine capacité. Des avions de transport C-17 Globemaster et 130 Hercule effectuent des sorties de réapprovisionnement continu, transportant du personnel, des munitions, des véhicules blindés et du matériel logistique jour et nuit. L'Iran ne peut pas remplacer ce qu'il a perdu. Le quartier général du CGRI à Téhéran a été démoli. Le chef du renseignement et le commandant des opérations ont été tués dans les premiers jours de la guerre. Le réseau intégré de défense aérienne de l'Iran s'est effondré dans les premières semaines du conflit, lorsque plus de 100 aéronefs de la coalition sont entrés dans l'espace aérien iranien, ont frappé des cibles à travers le centre de l'Iran, puis sont revenus sans perte significative. La base navale de Boucher a été rasée. Le centre logistique de la brigade Imam Ali a été frappé. Des installations souterraines, dont le site d'enrichissement de Fordo, ont été pénétrées par des bombardiers B-2 Spirit transportant des bombes GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, ces munitions anti-bunker que les planificateurs iraniens avaient répétées au régime comme étant incapables d'atteindre les sites fortifiés les plus profonds. Elles les ont atteints. Les évaluations du renseignement du Pentagone suggèrent que l'Iran conserve environ 50% de son stock de missiles, 60% de ses forces navales et la majeure partie de son armée de l'air. Ces chiffres semblent plus rassurants qu'ils ne le sont réellement, parce que le tableau opérationnel n'est pas déterminé par l'inventaire qui survit, mais par l'architecture de commandement et de contrôle disponible pour employer cet inventaire. Et l'architecture de commandement et de contrôle en Iran est en ce moment fragmentée selon des lignes factionnelles qui n'ont pas produit de décision coordonnée depuis plus de 2 semaines. Alors, à quoi ressemblent réellement les 4-26 prochaines heures? 3 scénarios sont sur la table. Chacun mène à un endroit différent et celui qui se matérialisera sera déterminé par les décisions prises en ce moment même à l'intérieur d'un régime qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur la personne qui a l'autorité de les prendre. Le premier scénario est la capitulation institutionnelle. L'Iran arrive à la table de négociation avec une proposition unifiée qui répond à l'exigence centrale de Washington concernant le stock d'uranium enrichi. La faction diplomatique de Ghalibaf rassemble suffisamment d'autorités institutionnelles pour produire un accord cadre. Le blocus est levé par étapes au fur et à mesure que la vérification progresse. Les puits sont sauvés avant que les dommages géologiques deviennent permanents. Le régime survit sous une forme diminuée mais fonctionnelle. C'est le scénario que Washington a conçu toute l'architecture de pression pour produire. Le blocus, l'horloge du stockage, le calendrier de fermeture des puits, les 3 groupes aéronavals et les bombardiers stratégiques en entraînement à RAF Fairford en Angleterre. Tout cela est conçu pour faire de ce scénario le seul choix rationnel du point de vue de Téhéran. La question est de savoir si une faction à l'intérieur de l'Iran possède actuellement à la fois l'autorité de l'accepter et les mécanismes de survie institutionnelle nécessaires pour survivre au fait l'accepta. Le deuxième scénario est l'effondrement par escalade. L'Iran échoue à produire une position de négociation unifiée. Le CGRI poursuit les provocations. Trump autorise la deuxième phase de l'opération Epic Fury avec 3 groupes aéronavals dans le théâtre. Plus de 150 avions de chasse déployés dans la région, un inventaire de frappes de précision entièrement réapprovisionné et des bombardiers stratégiques qui s'entraînent exactement pour cette éventualité. Les cibles de la deuxième phase sont différentes de celles de la première phase, plus profondes, plus lourdes de conséquences pour la capacité militaire et économique à long terme de l'Iran. L'île de Karg elle-même devient une option de cible viable avec les quartiers généraux régionaux survivants du CGRI et les installations durcies de production de missiles balistiques. Le seuil décisionnel de ce scénario est psychologique autant que militaire. Trump a déclaré lors d'un briefing au Pentagone plus tôt ce mois-ci que les États-Unis frapperaient l'Iran extrêmement fort au cours des 2 à 3 prochaines semaines si les négociations ne produisaient pas résultat. Ces mots ont été prononcés alors que le 3e porte-avions se trouvait encore à 6000 milles. Le porte-avions est maintenant arrivé.
Le troisième scénario est la stagnation stratégique, ni négociation, ni escalade, le statu quo continue, le blocus persiste, l'économie iranienne absorbe 500 millions de dollars de pertes par jour, les puits ferment, les dommages géologiques s'accumulent. La pression intérieure d'une population incapable de trouver du carburant dans un pays producteur de pétrole monte vers un seuil qu'aucune figure de propagande et aucune émission de télévision d'État ne peuvent contenir. Des trois scénarios, c'est celui que Trump préfère, parce que le temps travaille entièrement en faveur de Washington. Chaque jour où le blocus tient, la position de l'Iran s'affaiblit. Chaque provocation du CGRI, qui reste sous le seuil exigeant une réponse militaire, ne fait que prolonger la période pendant laquelle cet affaiblissement se poursuit. Chaque mouvement de panique de l'Iran, les saisies de navires, les tirs de vedettes armées, les défilés de missiles diffusés à la télévision d'État n'améliorent pas sa situation stratégique. Il démontre à chaque gouvernement qui observe qu'un régime soumis à ce type de pression ne pense pas clairement. Et un régime qui ne pense pas clairement est un régime qui manque d'espace pour manœuvrer. Regardez maintenant ce que l'Iran a passé des décennies à construire. Le détroit d'Ormuz était censé être l'arme stratégique ultime, la menace qui gardait les gouvernements nerveux, la carte qui faisait pencher chaque négociation légèrement en direction de l'Iran. Pendant 45 ans, la simple possibilité de fermer le détroit suffisait à façonner le comportement de nations qui n'avaient aucun autre lien avec l'agenda politique de l'Iran. Le 22 avril, à 5h47 du matin, le CGRI a tiré sur un cargo et Trump n'a rien dit. Non pas parce que Washington a peur de ce que l'Iran fera ensuite, mais parce que Washington observe ce que le blocus est déjà en train de faire à l'Iran sans nécessité d'action américaine supplémentaire. Parce que 3 groupes aéronavals sont maintenant positionnés le long des axes maritimes entourant la côte iranienne, parce que les puits sont sur le point de fermer et que l'horloge géologique, une fois lancée, ne cesse pas de tourner simplement parce que le CGRI a saisi un porte-conteneur et publié les images sur les médias d'État. Le cessez-le-feu que Trump a prolongé le 20 et en avril n'est pas une désescalade. C'est l'armure frontale d'une posture stratégique conçue pour asphyxier économiquement le régime iranien tout en lui refusant la satisfaction d'une confrontation militaire qui pourrait unifier les factions fracturées, l'intérieur de Téhéran derrière une cause commune. Un analyste du Pentagone a résumé le calcul dans un langage qui ne laissait aucune ambiguïté diplomatique. La prolongation du cessez-le-feu n'est pas une désescalade, c'est l'armure frontale. L'Iran ne regarde pas une désescalade approcher. Il regarde les préparatifs finaux de la plus importante concentration de puissance militaire américaine au Moyen-Orient depuis les premières heures de la guerre en Irak, et le régime répond en tirant sur des cargos et en saisissant des marins de pays qui n'ont aucun intérêt militaire dans le conflit. Les frappes se sont retournées contre lui, non pas parce que les cibles étaient mauvaises, mais parce que la logique stratégique était mauvaise. Parce qu'un régime qui perd 500 millions de dollars toutes les 24 heures ne peut pas sortir de l'arithmétique par l'escalade. Parce que tirer sur des cargos ne rouvre pas des puits de pétrole qui sont à quelques semaines d'une fermeture permanente. Parce que publier des images de saisie n'empêche pas l'USS George H.W. Bush d'achever son trajet de 6000 milles autour de l'Afrique et d'arriver dans le théâtre opérationnel le 23 avril. Parce que saisir le MSC Francesca et l'Epaminonda ne change pas le fait que plus de 30 nations se sont réunies à Londres le 22 avril pour planifier une mission multinationale de sécurité maritime dont la principale pression diplomatique s'exerce sur Téhéran et non sur Washington. Le piège a été posé le 12 avril lorsque les pourparlers d'Islamabad se sont effondrés, l'Iran y est entré lentement et tout d'un coup. Et ce qui vient d'entrer dans la mer Rouge, ce qui vient de contourner le cap de Bonne-Espérance, et ce qui vient de traverser le canal de Suez au cours des 72 dernières heures, fera ressembler tout ce qui s'est passé au cours des 7 semaines précédentes de cette guerre à l'avertissement qui n'a pas été entendu. Il y a une dernière considération qui mérite d'être examinée avant que cette analyse se termine, la dimension nucléaire. Trump a annoncé publiquement le 20 et en avril que l'Iran devait remettre ses matières fissiles. Entre l'annonce du président américain et une remise effectivement vérifiée de matières fissiles, il existe un espace à l'intérieur duquel le calcul du CGRI
accepter la défaite institutionnelle ou escalader vers quelque chose de pire est encore en cours d'évaluation. Caroline Leavitt a confirmé dans son entrevue du 22 avril que le président considère la remise de l'uranium enrichi comme l'exigence centrale et non négociable de toute l'architecture de pression. Téhéran n'a pas produit de réponse officielle à cette exigence. Et chaque jour supplémentaire qui passe sans réponse est un jour de plus où le blocus se resserre. Un jour de plus où les réservoirs de stockage de l'île de Kharg se rapprochent de la saturation. Un jour de plus où les puits se rapprochent du seuil de fermeture. L'horloge tourne, Washington attend, et l'Iran manque de tout ce qui compte dans cette confrontation. L'argent, le temps, l'espace diplomatique, la sympathie internationale, la cohésion interne et les options stratégiques. Les 86 prochaines heures révéleront si la République islamique a encore une figure dirigeante capable de prendre la décision que sa survie exige.